Alors, Denis nous a magnifiquement parlé de l'ordre d'apparition d'un nombre premier dans la suite de Fibonacci. C'est ce qu'il a appelé l'entier B de P. P, c'est un nombre premier, et on regarde quand est-ce qu'il apparaît en tant que diviseur dans la suite de Fibonacci. Par exemple, 2, il apparaît au rang 3. Et il a démontré qu'à partir du moment où il apparaît au rang 3, comme il a relié ça à un certain ordre dans un groupe, eh bien, il va revenir périodiquement avec la période ici 3. Donc ici, les nombres pairs sont de 3 en 3. B de 3, il apparaît à ce moment-là, au rang 4. Et donc, on arrive et on va avoir des multiples de 3 de 4 en 4. B de 5 égale 5. B de 7 égale 8. Et là, vous voyez, c'est intéressant, 7 n'apparaît pas lui-même, il apparaît vraiment en tant que diviseur. C'est ça la définition, c'est un ordre d'apparition, mais en tant que diviseur. Donc ici, c'est 21 qu'on obtient, pas 7. Jusqu'à présent, on obtenait toujours le nombre premier. Voilà. Et ensuite, B de 11, on voit qu'il arrive à 10, B de 13 à 7, et on peut se demander s'il y a une logique dans tout ça. Alors, la réponse, ça va être qu'il y a une logique, mais qu'il y a quelque chose qui nous échappe, un peu comme en ce qui concerne la distribution des nombres premiers. Mais on va essayer de regarder de plus près cette logique, au moins celle qui ne nous échappe pas. Je vais présenter le théorème parce que, d'abord, il suit parfaitement ce qu'a fait Denis. Ensuite, ça peut être un joli, très joli développement à l'agrégation qui peut se placer d'une part dans les corps finis, d'autre part dans une leçon sur les nombres premiers, et aussi sur les vecteurs isotropes pour une forme quadratique. Voilà, on va avoir un joli panel. C'est l'exercice D32, parce qu'à partir du moment où on dit ça se place à l'agrégation, il faut donner des références. De N, des nouvelles histoires hellénistes, de groupes et de géométrie, dans le chapitre 5. Et ouais, chapitre 5, qui traite des formes quadratiques. Voici le théorème. Soit P différent de 5, donc premier, alors B de P divise P plus 1 ou P moins 1. Et oui, vous voyez ici que si on enlève 5 ici, là P plus 1, 3, là 3 plus 1, ça fait 4, là 7 plus 1, ça fait 8, 11, mais cette fois-ci c'est moins 1. Et là c'était intéressant de regarder 13, 13 on fait plus 1, mais là on obtient 7, c'est-à-dire 7 qui divise 14. Voilà. Et en fait ça va être toujours comme ça. On aura toujours soit P plus 1, soit P moins 1. Maintenant on peut préciser. En fait B de P divise, alors je fais ça, c'est un théorème par étape en fonction de la difficulté, ou pas forcément de la difficulté, mais de la connaissance qu'on peut avoir. Si on connaît le symbole de Legendre, alors B de P divise, on peut dire, P moins le symbole de Legendre, 5P. C'est-à-dire 1 si 5 est un carré modulo P, et moins 1 si 5 n'est pas un carré modulo P. On peut ensuite aller plus loin. Ça, c'est si on connaît la loi de réciprocité quadratique de Gauss. C'est-à-dire quelque chose qui nous renverse le symbole de Legendre et qui peut nous calculer ça en fonction de ça. Et là, ça devient beaucoup plus facile à calculer si on regarde P modulo 5, parce que 5, c'est tout petit. Et, dit autrement, B de P divise P moins 1 si P est congru à plus ou moins 1 modulo 5, B de P divise P plus 1
si P est congru à plus ou moins 2 modulo 5. Alors effectivement, regardez pour 2, 2 ici, ça fait 3. 3, et 3 modulo 5, c'est ça, donc ça fait 4. 5, on l'oublie. 7, c'est 2 modulo 5, 8. 11, cette fois-ci, c'est 1 modulo 5, donc 10. 13, c'est moins 2 modulo 5. Donc là, ça va diviser 14. Voilà, on voit comment les choses se passent. Alors, la preuve. Bon, on va commencer par traiter le cas P égale 2. P égale 2, c'est 3, c'est fini. Donc maintenant, on va supposer P est différent de 2. Étant donné qu'on va attaquer des problèmes quadratiques, on est plus à l'aise dans un corps de caractéristiques différentes de 2 à cause de la théorie. Alors, je fais un petit rappel de ce que Denis avait fait. D'abord, il avait introduit une matrice C, d'accord, 1, 1, 1, 0. Elle est dans GL2 de Z, d'accord, et son polynôme caractéristique, c'est x2 moins x moins 1. Ça, ses racines, c'est le nombre d'or et son conjugué. Et ensuite, il avait introduit la matrice B, c'est moins C2. Voilà. Et B de P, il a montré que c'est l'ordre de B bar, donc la réduite de B modulo P, qui se trouve être dans GL2 de Z sur PZ. C'est B est de déterminant, il est clair que le déterminant est non nul, ici le déterminant est non nul, donc ici le déterminant est non nul, et c'est même 1 le déterminant, si vous regardez bien. Donc, on est B bar, son déterminant, ça va être 1 bar dans Z sur PZ, évidemment, et donc ça va être bien inversé. Et donc il y aura un ordre. Et cet ordre, Denis a montré que c'était l'ordre d'apparition du nombre premier dans la suite de Fibonacci. Maintenant, donc pour la preuve, alors on va dire que B bar, c'est dans GL2 de Z sur PZ. Et on a envie d'utiliser Lagrange. C'est-à-dire, cet ordre, il divise, puisqu'on cherche à voir qu'est-ce qu'il divise, il divise l'ordre du groupe. Mais GL2 de Z sur PZ, c'est P2 moins 1 fois P2 moins P, c'est trop gros. D'accord? Donc, il va falloir voir B bar dans un groupe plus petit. On va restreindre son univers. Ici, B bar, oui, d'abord, on a remarqué, son déterminant, c'est 1. D'accord? Parce que là, on a des matrices de 2, donc quand on multiplie par moins, ça ne change pas le déterminant. Et là, dette de C au carré, c'est dette de C le tout carré, donc c'est 1. Et donc on peut regarder, on peut voir B bar dans SL2. Bon, c'est pas mal. Ça nous fait, ça fait qu'on va diviser par P-1, on aura quelque chose d'un peu plus petit. Mais ça reste assez grand. Donc, on va prendre quelque chose de mieux. On va prendre, regardez, on a une algèbre, c'est Z, les polynômes, en la matrice C. Ça, c'est une algèbre. D'accord? Effectivement, B est un polynôme en la matrice C. Mais, si on regarde les polynômes en la matrice C, qui sont des matrices inversibles, ce qui est le cas de B, d'accord, qui est inversible, puisqu'elle est dans GL2 de Z sur PZ, alors ça forme un groupe. Les inversibles d'un anneau, en général, forment toujours un groupe pour la multiplication. D'accord? Donc, ça, vous pouvez le vérifier très facilement. Donc ici, on a un groupe, un sous-groupe de GL2 de Z sur PZ, et là, on a un autre sous-groupe. Donc, maintenant, je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux pour restreindre, pour cerner en quelque sorte B bar, que de regarder l'intersection des deux. Et donc, on va chercher cette intersection, c'est-à-dire le cardinal de ça. Alors, cette intersection, regardez, si on appelle delta
l'application qui va de Z sur PZ de C étoile, les inversibles, hein, les matrices qui sont polynomiales en C et qui sont inversibles. Et on regarde l'application déterminant qui va forcément dans Z sur PZ étoile, puisque c'est un déterminant, ça va dans Z sur PZ, et comme c'est inversible, bah c'est non nul, le déterminant est non nul. Ça, c'est un morphisme de groupe. Ça, c'est un groupe. Ça, c'est un groupe multiplicatif. Delta, oui, c'est déterminant, donc c'est un morphisme de groupe. Et son noyau, eh ben, c'est les éléments ici de déterminant 1. Bah oui, c'est l'intersection avec SL2 de Z sur PZ. Donc, si vous voulez, le groupe que l'on cherche ici, c'est rien d'autre que le noyau de delta. D'accord? Et c'est ça qu'on veut. Quel est l'ordre de ce groupe? Ker de delta. Et bien, l'ordre de ce groupe, justement, ça va être P plus 1 ou P moins 1. C'est ça que l'on va montrer. Alors, on va commencer par l'étape 1. On va montrer que delta, donc ce déterminant restreint ici à Z sur PZ de C étoile, est surjectif. Effectivement, étant donné qu'on veut son noyau, eh ben, de la même manière que qui veut la fin veut les moyens, ben, qui veut le noyau veut l'image. Ici, on veut donc chercher l'image de delta et on va avoir la surjectivité. Alors comment on montre ça? Regardons un élément du groupe de départ. Il est de la forme P de C, d'accord, plus un déterminant qui va être non nul. Donc P de C, il vaut combien? D'abord, P, c'est un polynôme, je peux le diviser par le polynôme caractéristique de C, c'est-à-dire x2 moins x moins 1, fois Q, et il va y avoir un reste qui va être de degré inférieur ou égal à 1, donc je le mets de la forme AX plus B, avec A et B dans Z sur PZ. Voilà. Maintenant, quand j'évalue en C, cette égalité, l'évaluation étant un morphisme d'algèbre, et d'après Kelly Hamilton, ici, ça va être 0, donc il va me rester que P de C égale AC plus B, attention, toujours la bonne vieille matrice, identité qui apparaît à ce moment-là. Alors, on a vu que C, c'était la matrice 1, 1, 1, 0, donc ici, AC plus B, identité, c'est A plus B, A, A, B, voilà, en colonne. Et donc, quand je calcule le déterminant, donc ici, je calcule le déterminant, j'en calcule le déterminant, et ça fait moins A2 plus AB plus B2. Donc, vous pouvez vérifier facilement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, puisque c'est un... Vous voyez bien, vous reconnaissez une forme quadratique hein, en A et B, hein, c'est vite vu, c'est homogène de degré 2. Les formes quadratiques, ça tombe bien, P est différent de 2, parce que j'ai fait le cas à part, et j'utilise le fait que P est impair pour faire la méthode de Gauss sur cette forme quadratique, et donc faire un peu de réduction. Donc, oui, la méthode de Gauss demande que 2 soit inversible, donc j'appelle 2 puissance moins 1 l'inverse de 2, qui existe, puisque P est impair, hein, on est dans le corps Z sur PZ. Et donc, ici, quand je fais la méthode de Gauss à partir de B, ici, je fais un début de carré, j'ai B plus A sur 2 au carré, voilà le début de carré ici. Donc A sur 2, je l'écris 2 puissance moins 1, c'est plus propre, dans un corps quelconque. Ici, j'ai le carré, je rectifie en faisant moins 2 puissance moins 2 A2, ici, et je rabaisse mon moins A2. Voilà. Maintenant, j'affirme que c'est... Alors, je vais poser x égale b plus 2 puissance moins 1 a. Voilà, ça c'est mon x. Y, je vais poser y égale 2 puissance moins 1 a. Comme ça, ici, j'ai x2 moins y2. Et il reste encore moins a2. Mais a, c'est 2y. Donc ici, je remplace a par 2y. Ça fait que delta de P de C est égal à x2 moins y2 moins 4y2, donc moins 5y2. Et étant donné que ça, c'est un vrai changement de variable, c'est-à-dire que ça crée une bijection entre l'ensemble des couples AB de Z sur PZ et les couples XY de Z sur PZ,
Eh bien, je peux prendre, ici, je vais avoir x et y quelconque dans z sur pz. J'aurai toujours un polynôme qui va correspondre à ceci. Voilà. Donc, x et y, eux, peuvent être pris quelconques, effectivement, si je me fixe x et y, j'en déduis a et b, et je trouverai un polynôme p qui va convenir, quitte à prendre le polynôme ax plus b. D'accord? Donc, ici, tous les x, y dans z sur pz peuvent être réalisés en un polynôme. Donc maintenant, le fait de montrer la surjectivité revient à montrer que si je prends z dans z sur pz étoile, alors je trouverai x et y tels que x2 moins 5y2 égale z. Effectivement, à partir, si j'arrive à résoudre cette équation, alors j'ai x et y, donc j'ai AB, donc j'ai P, et en plus, mon élément P de C, ici, il sera inversible, puisque le déterminant sera égal à Z, qui est non nul, qui a été pris non nul. Donc, l'idée maintenant, c'est pour Z quelconque non nul, la surjectivité va dépendre de l'existence d'une solution de cette équation, en Z qui est fixée. Maintenant, Z est fixé. Je regarde l'ensemble des Z moins 5y2 quand y parcourt Z sur pz. J'affirme que le cardinal de cet ensemble, c'est p plus 1 sur 2. Ben, oui, pourquoi? Regardez. Je regarde y2 va parcourir l'ensemble des carrés. D'accord? Et l'ensemble des carrés, combien il y a de carrés? Eh bien, pareil, qui veut la fin veut les moyens. Donc, qui veut l'image, cette fois-ci, veut le noyau. Quand on regarde le morphisme x donne x carré de z sur pz étoile dans z sur pz étoile, c'est bien un morphisme. Et les carrés, c'est l'image de ce morphisme. Mais le noyau de ce morphisme, c'est l'ensemble des éléments qui vérifient x2 égale 1. Et comme p est impair, ben, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0, et 1 est différent de moins 1, vous avez deux solutions. Donc le noyau possède deux éléments. Donc maintenant, par le théorème, le célèbre théorème, il faut le cardinal de l'image, c'est le cardinal du groupe de départ, quotienté par le cardinal du noyau, c'est-à-dire donc p-1 ici, sur 2. D'accord ? Ça, c'était dans Z sur PZ étoile pour avoir une structure de groupe. Maintenant, dans Z sur PZ, il faut ajouter 0, qui est un carré. Donc on va avoir, quand on va ajouter le 0, qui est un élément en plus, ça fait P plus 1 sur 2 carré dans Z sur PZ. Donc ici, comme 5 est non nul, d'accord, je multiplie par un élément non nul, donc je vais avoir une bijection, d'accord, et ici, je vais avoir le cardinal de mon ensemble, c'est exactement le nombre de carrés. Ça va être P plus 1 sur 2, parce que ici, c'est une droite en Y2, c'est une droite comme fonction en Y2. Et une droite qui est bijective de coefficient directeur non nul, puisque c'est 5. Maintenant, l'ensemble des carrés, les x2, on a dit que c'était P plus 1 sur 2, donc pas de problème. Mais maintenant, cet ensemble-là et cet ensemble-là, c'est deux sous-ensembles de Z sur PZ, qui est de cardinal P, mais la somme de leurs cardinaux, c'est P plus 1, qui est strictement supérieur au cardinal de Z sur PZ. Ça, c'est P, évidemment. Donc, ça veut dire que, forcément, ces deux ensembles, deux sous-ensembles, ont une intersection. D'accord ? Puisqu'ils sont trop grands. Voilà. Et donc, ça va faire qu'il y existera un élément qui va être à la fois de la forme x2 et sous la forme z plus 5y2. Voilà. Donc, il existe une solution, et donc on a montré que delta
était surjective. Voilà l'étape numéro 1. Alors maintenant, on attaque l'étape 2. Le cardinal, si vous préférez l'ordre, du groupe Z sur PZ de C étoile. Eh bien, ça va être P2-1 si 5 n'est pas un carré modulo P, et P-1 carré si 5 est un carré modulo P. Alors on va démontrer ça, et après ce sera pratiquement terminé. Donc ici, Z sur PZ de C étoile, qu'est-ce que c'est? C'est Z sur PZ de C auquel on a enlevé les non inversibles, c'est-à-dire les éléments qui sont de déterminant nul, et qui sont forcément de cette forme-là, donc là-dedans, donc sous la forme AC plus B. On avait fait notre changement de variable, c'était bien une bijection, donc ça revient exactement à résoudre x2 moins 5y2 égale 0. On veut juste savoir le nombre de solutions de cette équation pour savoir combien il y a d'éléments que l'on va enlever. Alors maintenant, si 5 n'est pas un carré, alors j'affirme que y est forcément nul. Alors pourquoi y est forcément nul? Parce que s'il était non nul, comme P est premier, Z sur PZ c'est un corps, donc y serait inversible. Et donc on aurait, en multipliant par y-2 des deux côtés, on aurait facilement y-1 x le tout au carré, est égal à 5. Bah oui, mais 5 n'est pas un carré. Donc c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir y non nul, donc y est nul. Et de toute façon, si y est nul, vous voyez que x, il ne lui reste plus qu'à être nul. Donc la seule solution, c'est 0, 0. Voilà. Donc ici, il n'y a que 0, 0 pour x et y, et par changement de variable qu'on a fait, a et b sont forcément nuls. Donc on enlève juste un élément, c'est la matrice nulle. D'accord? Donc ça veut dire que z sur pz de c étoile, combien il y a d'éléments là-dedans? On a vu tout à l'heure que tous ces éléments sont de la forme AC plus B, donc c'est-à-dire que C identité, qui est clairement une partie libre, est aussi une partie génératrice. Donc il y a P2 éléments là-dedans, autant qu'on peut choisir de couple AB. Et donc ça fait en tout P2 moins 1, puisque j'ai enlevé la matrice nulle. Maintenant, si 5, donc j'ai montré ça, hein, maintenant si 5 est un carré modulo P, alors je peux écrire cette équation. J'ai une différence de 2 carrés finalement, puisque 5 c'était au carré, et ça va faire x moins ty, facteur de x plus ty, égale 0. Donc vous savez que ça fait, on est dans un corps, hein, toujours pareil, x moins ty égale 0, donc ça fait une droite, x égale ty, ou tx égale moins ty. Ici, c'est une droite vectorielle, donc il y a p points, autant que vous, dès que vous choisissez un élément y, vous avez un x qui correspond. Et ça vous fait P possibilités, donc P point. Et ici, vous avez P autre point. Alors, je dis autre point, parce que ces deux droites sont deux droites distinctes. C'est deux droites vectorielles distinctes, parce que T est différent de moins T. Pourquoi T est différent de moins T? Toujours pareil, parce que comme P est impair, 2 est différent de 0, et donc ça implique que T est nul. Or, T n'est pas nul, puisque son carré, c'est 5. Voilà, et P est différent de 5. Donc ici, on a deux droites distinctes, elles peuvent se couper quand 0, 0. Donc il faut retirer, la réunion de ces deux droites, et le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux moins l'intersection, donc P plus P, moins 1, puisque l'intersection c'est juste 0, 0, et donc ça nous fait 2P moins 1 point. Donc ça veut dire que le cardinal ici, c'est toujours P2, d'accord, le cardinal de ça, moins le nombre de solutions qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 2P-1. Donc ici, ça fait, on reconnaît l'identité remarquable, P-1 au carré, et on a démontré l'étape 2. Il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. Voilà, maintenant l'étape 3 est très simple, c'est-à-dire on va montrer que le noyau de delta, on cherche à dénombrer, ça va être de cardinal, donc P plus 1, si 5 n'est pas un carré modulo P, P moins 1, si 5 est un carré modulo P. Et du coup, ça va achever le théorème, puisque B, on a vu que B bar,
il appartient à ker de delta, et l'ordre d'un élément, c'est B de P, divise l'ordre du groupe. Voilà. Donc on aura exactement ceci. Et ensuite, on va dégainer notre petite culture quadratique, hein, pour prouver ce qui reste. Mais quand on a cette culture quadratique, c'est vraiment évident. Après, le tout, c'est de l'avoir ou pas. Hein. Ok, alors, étape 3, donc, on va montrer ceci. Bah oui, on sait que l'image, c'est, en tant que groupe, le quotient du groupe de départ par le noyau. Donc, au niveau des cardinaux, le cardinal de ker de delta, c'est égal au cardinal de z sur pz de c étoile, divisé par le cardinal, si vous préférez l'ordre de in de delta. Et même on a calculé tout ça. Parce que ça, on a vu que c'est P2 moins 1 dans le premier cas, P moins 1 carré dans le second cas, et l'image, comme delta est surjective, bah, ça va être Z sur PZ étoile, c'est-à-dire le cardinal P moins 1. Donc ici, on tombe sur P plus 1 et P moins 1 sans problème. Donc ça y est, c'est terminé pour ça. D'accord ? Maintenant, ben, on va dégainer le symbole de Legendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire la différence entre 5 est un carré et 5 n'est pas un carré. Ben, attention, hein, on utilise le fait implicitement que P est différent de 5. Hein. Donc là, 5 et P est différent de 2, hein, parce que le symbole de Legendre, il ne marche pas pour 2. Hein. On fait un cas à part. Donc le symbole de Legendre, c'est 5P, comme ça. Donc la définition, c'est 1 si 5 est un carré modulo P, moins 1 si 5 n'est pas un carré modulo P. Et il y a cette bonne vieille, donc ici, hein, on l'écrit comme ça, du coup, hein, voilà, donc ça pose pas de problème, hein, moins 1 si c'est pas un carré, et moins 1 ici, donc moins 1 si c'est pas un carré, et moins 1 si c'est un carré, ici, et maintenant, on va montrer ceci. Ben, ça, c'est la loi de réciprocité quadratique. Elle nous dit que 5, le symbole de Legendre de 5 modulo P, et le symbole de Legendre de P modulo 5, cette réciprocité, le produit, ça fait moins 1 puissance P moins 1 sur 2, 5 moins 1 sur 2. Mais comme 5 moins 1 sur 2 est pair, et ben ça fait 1. Donc ça veut dire, étant donné que ça c'est des nombres égaux à 1 ou moins 1, ça veut dire que 5P, le symbole de Legendre 5P, c'est pareil que le résidu quadratique de P modulo 5, ici. Mais ça, c'est beaucoup plus facile, parce que même P, on peut le regarder, modulo 5. Il y a quoi? Comme P est différent de 5, il n'y a que 4 possibilités. 1, 2, 3, 4. Ou si vous préférez, 1, 2, moins 2, moins 1. Et 1, bah, c'est un carré, c'est le carré de 1. Moins 1, bah, c'est 4, donc c'est le carré de 2. Donc déjà, c'est 2 carrés. On en a trouvé P moins 1 sur 2, ça y est, c'est fini. Et les deux autres ne sont pas des carrés. Donc ici, ben, vous allez avoir les carrés modulo 5, c'est 1 et moins 1. Et les non-carrés, c'est 2 et moins 2. Donc ça veut dire que B de P va diviser P moins 1 si P est congru à plus ou moins 1 modulo 5, et P plus 1 si P est congru à plus ou moins 2 modulo 5. Et on a achevé cette partie qui est assez transversale, assez sympa à placer en développement, et je suis sûr que ça se place en un quart d'heure facile. Hein. Et en plus, bon, après, si vous n'êtes pas dans la logique de la grecque, c'est joli en soi, c'est de la belle théorie des nombres avec des friandises.